Notre prochain invité va justement nous permettre de réfléchir sur l'acceptabilité sociale dans un contexte forestier. Madame Véronique Hiel est ingénieure forestier depuis 2002 et elle a complété une très belle thèse de doctorat en juillet dernier. Et Madame Hiel va vous présenter ses résultats, ses réflexions en une demi-heure. Elle aura sa demi-heure, j'en prends l'engagement devant vous. Va vous présenter ses résultats sur l'acceptabilité sociale de l'aménagement écosystémique pratiqué dans la Pessière noire. Alors, c'est assez pointu, mais vous allez voir que très tôt, avec un sujet relativement pointu, mais qui est néanmoins très pertinent là où on est, puisque l'épinette noire et les écosystèmes d'épinette noire sont importants, vous allez voir qu'avec un sujet aussi pointu, on débouche sur une réflexion très large, contribuante pour qu'on sache concrètement qu'est-ce que ça veut dire, l'acceptabilité sociale dans le secteur forestier, et surtout pour qu'on arrête d'avoir peur de ça. Alors, Madame Hiel, je vous laisse la parole pour les 30 prochaines minutes. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Dans le programme, c'est écrit que je suis maintenant au ministère des Ressources naturelles, mais vraiment aujourd'hui, c'est la doctorante là, qui s'adresse à vous. Ce sont vraiment les résultats de ma thèse. Donc, c'est mon point de vue bien personnel que je vais vous présenter. Donc, c'est ça, comme M. Boutier l'a dit, moi, je me suis intéressée à l'acceptabilité sociale de l'aménagement écosystémique en Pessière, donc en forêt d'épinette noire. Puis pour faire ça, j'ai procédé par 3 études de cas. Donc, tout d'abord, je vais vous situer un petit peu où mon projet s'insérait. Ensuite, je vais vous présenter c'est quoi ça, l'aménagement écosystémique rapidement. Puis ensuite, pourquoi est-ce qu'on devrait se soucier de son acceptabilité sociale? Puis je vais vous présenter rapidement les trois volets que j'ai réalisés là, dans mon doctorat, c'est-à-dire un qui portait sur les conditions visuelles de l'aménagement écosystémique, un autre qui portait sur l'acceptabilité pour les parties prenantes et finalement l'acceptabilité de la stratégie, disons, au niveau de l'écosystème pour un public de type plus général, là, qu'on peut dire monsieur, madame, tout le monde. Donc, vous savez probablement tous, sans doute, que suite à la commission Coulombe, on a décidé de prendre au Québec le virage de l'aménagement écosystémique et c'est là que s'est inséré mon projet. Le ministère des Ressources naturelles avait adopté peut-être en 2005, je crois, l'objectif de protection et de mise en valeur numéro 5, qui était d'adopter des patrons de répartition spatiale des interventions forestières qui soient adaptés à l'écologie régionale, mais aussi socialement acceptables. Donc, c'est ici que je me suis insérée. L'aménagement écosystémique, en fait, c'est une philosophie d'aménagement qui vise à diminuer les impacts de l'aménagement forestier en s'inspirant des perturbations naturelles. Donc, on ne les imite pas complètement, mais on s'en inspire en fréquence, en sévérité, puis en répartition spatiale des interventions, en espérant que ça va minimiser nos impacts. Donc, pour ce qui est de la Pessière, on considérait que la coupe en mosaïque, la CMO, était mal adaptée à l'écosystème parce que ce sont de petites coupes dispersées sur le territoire et ça contribuait finalement à fragmenter les massifs de forêt mature. Donc, on voulait remplacer la CMO, notamment d'ailleurs parce que ça précarisait là, la situation du caribou forestier. Donc, concrètement, sur le terrain, ce que ça a donné lieu, c'est des projets pilotes qui s'inspiraient du régime des feux qu'on a appelé des agglomérations de coupe. Donc, les agglomérations de coupe, qui sont l'application du concept d'aménagement écosystémique là, proposé par le ministère des Ressources naturelles qui avait son F et son P à l'époque. En fait, c'est des très, très grandes coupes. Ça peut varier entre 30 à 150 km², même des fois jusqu'à 250 km². Je ne sais pas si vous savez c'est quoi 250 km², là, mais c'est environ la moitié de l'île de Montréal. Fait que ça peut être de très grandes coupes. Là, vous envoyez un schéma à l'écran d'une agglomération de coupe. Donc, ce que vous voyez en rose ou beige pâle, c'est des superficies qui sont coupées. Et en vert, c'est ce qu'on appelle la forêt résiduelle. Il n'y a pas de séparateur de coupe dans ces agglomérations-là. On les regroupe sous forme d'îlots, de péninsules. Il y a les bandes riveraines, bien sûr, et aussi les fragments peuvent être comptabilisés là, quand ils font plus qu'1 hectare. Donc, ça, la bande riveraine, elle doit compter pour, la forêt résiduelle, 25 à 30 % de la superficie d'une agglomération.
Ce qui reste, ce sont des superficies qui sont coupées. Vous voyez qu'il y en a qui sont en pâle, il y en a qui sont en rose foncé. Celles en rose foncé, c'est celles qui sont coupées par des coupes à rétention variable. Ces coupes-là doivent représenter 20 des superficies coupées. La rétention variable, c'est qu'on laisse sur pied des arbres, environ 5 à 10 du volume, généralement par petits bouquets d'arbres sur le parterre de coupe. Donc, dans les dispositions, on demande qu'il y en ait 20 Ensuite de ça, le reste des coupes qui sont réalisées, c'est que partout où c'est possible, on doit réaliser une coupe avec protection de la haute régénération, CPHRS. Puis là, après ça, il y a toutes sortes de dispositions là, qui empêchent de créer des grands déserts là, pour que les zones coupées soient à proximité de, par exemple, un massif. Tous les peuplements ouverts doivent être à moins de 10 km d'un massif de 30 km². Il y en a d'autres, là, je ne vais pas toutes les énumérer. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre deux agglomérations de coupe, on doit avoir à peu près 1,5 km minimum. Ici, vous avez une photo satellite qui vous présente les alternatives qu'il y avait aussi aux agglomérations de coupe en paissière. Fait que complètement en haut de l'écran, vous pouvez voir que de la coupe en mosaïque, on voit que ce sont des petites coupes plus espacées les unes des autres. Avec les contours rouges, ce sont les agglomérations de coupe. Et là, on peut voir les gros blocs verts au milieu qui sont les îlots de forêt résiduelle, les blocs insulaires. Et finalement, tout en bas, vous avez ce qu'on pourrait appeler un chantier traditionnel là, de coupe de 60 hectares avec le séparateur, une autre coupe, un séparateur. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on devrait se soucier de leur acceptabilité sociale, de ces coupes-là ou de tout autre objet? Mais d'abord, on vit en démocratie. Et c'est un prérequis nécessairement à la réussite à long terme d'un projet, d'une politique ou d'une pratique. Parce que quand il y a une forte opposition de la population à quelque chose, puis on l'a déjà vu là, récemment, le gouvernement peut être amené à reculer, ou alors il y aura des gens qui se proposeront aux prochaines élections pour trouver une solution à un problème social. D'ailleurs, il y a plusieurs auteurs qui s'entendent pour dire que pour qu'une pratique soit durable, il faut qu'elle soit faisable économiquement, bien sûr, il faut qu'elle soit faisable physiquement ou écologiquement, et finalement, il faut qu'elle soit faisable culturellement, donc qu'elle corresponde aux normes de la société. C'est un concept qui est repris aussi dans l'aménagement forestier durable, où on dit qu'on doit prendre en compte les aspects sociaux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans plusieurs définitions de l'aménagement écosystémique, qui inclut l'humain dans la nature. On demande d'inclure aussi les enjeux sociaux. D'ailleurs, pour beaucoup de spécialistes, le plus grand défi de l'aménagement écosystémique, ce n'est pas sa réalisation physique sur le terrain, mais ça va venir de son acceptabilité sociale, particulièrement pour l'aménagement écosystémique qui imite des perturbations sévères comme le feu. Pourquoi? Parce que quand on imite le feu, on va faire de très grandes coupes de type total. Puis qui dit très grande coupe de type total dit aussi problème d'acceptabilité sociale à venir. Donc, c'était quelque chose qu'on voulait valider là, par rapport à la stratégie que proposait le ministère en 2007. Donc, on parle beaucoup de l'acceptabilité sociale. Tout le monde s'entend pour dire que c'est important, mais c'est rare qu'on dise c'est quoi. Qu'est-ce que c'est l'acceptabilité sociale? Moi, j'en ai retenu une définition là, que j'ai formée à partir d'autres définitions, de d'autres auteurs. Donc, pour moi, l'acceptabilité sociale, c'est une agrégation. Là, ce n'est pas nécessairement une sommation, mais plusieurs jugements individuels qui portent sur l'acceptabilité ou la non-acceptabilité d'une pratique ou d'une condition. Puis pendant ce jugement-là, les individus vont comparer ce qui leur est proposé avec les alternatives possibles pour déterminer si c'est désirable ou non. Ensuite, ces jugements-là individuels sont partagés par des groupes qui sont politiquement significatifs, parce que si chacun reste chez soi dans son salon avec son jugement là, sur une pratique, il ne se passera pas grand-chose. Mais quand les gens partagent un jugement, qui sont assez mobilisés par cette problématique-là pour se regrouper et se faire entendre sur la place publique, bien là, on va parler du phénomène d'acceptabilité sociale. Donc, la partie individuelle est quand même importante dans l'acceptabilité sociale. Puis, il y a un modèle qui est couramment utilisé là, dans l'étude de l'acceptabilité sociale des ressources naturelles. Ça s'appelle les valeurs, croyances et attitudes. En fait, ce que ça dit, c'est que l'attitude d'une personne, donc si est-ce qu'elle va penser que quelque chose est acceptable ou non, c'est grandement déterminé par ses valeurs et ses croyances par rapport à cette pratique-là. À ça s'ajoutent les influences de la société et aussi le contexte. Parce que des fois, une même pratique pourrait être acceptable dans tel contexte, mais inacceptable dans un autre, puis ça pourrait être la même personne qui porte le jugement. Donc, le contexte est important aussi. Fait que ici, j'ai essayé de schématiser tout ça. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a un individu qui fait son processus de jugement à la fin duquel il va arriver à son attitude vis-à-vis d'une pratique, donc est-ce qu'elle est acceptable ou pas. Donc, il est influencé bien sûr par la société, par les normes en vigueur, ce qui est jugé bon, correct, etc. Tout ça se passe dans un contexte
temporel, social puis géographique précis. Puis ce que j'ai mis dans les encadrés bleus, en fait, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans la littérature. D'abord, ces valeurs vont l'influencer. Chaque individu a des valeurs de base, en général, qui déterminent un peu son système de croyances. Puis ce système de croyances-là a aussi des valeurs par rapport à la forêt. Souvent, en ce qui concerne les valeurs par rapport à la forêt, on va dire il y a des gens qui sont plus biocentriques, donc plus écologiques, éco-centrés, d'autres plus utilitaires par rapport à la forêt. On entend aussi les termes valeurs d'usage, valeurs de non-usage, ou les valeurs instrumentales ou non instrumentales de la forêt. Il y a toutes sortes de catégorisations, mais bref, un individu a des valeurs de base, des valeurs par rapport à la forêt, et ça détermine aussi les croyances qu'il a par rapport à la forêt et ses attentes. Donc, au niveau des facteurs là, qui sont reconnus dans la littérature pour influencer l'acceptabilité sociale, on a les connaissances personnelles et techniques d'une personne, ce qui fait que les forestiers, on a souvent des jugements très différents de gens qui sont non forestiers par rapport à la foresterie, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes connaissances. Ensuite de ça, il y a l'apport d'informations. Donner une information nouvelle sur une pratique peut changer son acceptabilité. Il y a le niveau de confiance envers les institutions, envers les personnes qui réalisent ou qui proposent une pratique. Les risques perçus de cette pratique-là, pas nécessairement réels, mais appréhendés que les gens perçoivent. Il y a les impacts sur les caractéristiques physiques de l'environnement, dont les impacts visuels. Il y a la possibilité de participer au processus décisionnel, donc processus participatif. Quelles sont les alternatives faisables à une pratique? Et finalement, on a aussi les bénéfices pour les populations locales. Là, je ne vous dis pas qu'à chaque jugement d'acceptabilité sociale, quelqu'un prend tout ça en même temps, mais des fois, c'est un peu comme une boîte noire. C'est un petit peu difficile de savoir exactement qu'est-ce qui va prévaloir dans une situation, mais tout ça peut intervenir. Donc, je vous ai dit, il y a des gens qui vont se regrouper au sein de groupes qui sont politiquement significatifs. Qui sont-ils? Comment est-ce qu'on fait pour savoir à qui on demande si c'est acceptable ou pas? C'était mon questionnement. Donc, maintenant qu'on sait que les valeurs forestières d'une personne vont déterminer un peu son attitude, bien, il y a aussi des études qui démontrent que les valeurs forestières d'une personne sont liées à la relation que cette personne-là a avec la forêt. Quelqu'un qui travaille en forêt peut avoir des valeurs différentes que quelqu'un qui fait de la récréation en forêt ou que quelqu'un qui ne va jamais en forêt. Donc, on peut supposer que les différentes relations avec la forêt vont donner lieu à des perceptions différentes par rapport à l'aménagement forestier. Donc, là, à partir de là, quel groupe considérer? Ça n'existe pas, hein, le grand public. Le grand public, c'est un ramassis de petits publics. Donc, en cherchant dans la littérature, là, ce que j'ai retrouvé, c'est qu'il y a plusieurs auteurs qui disaient, d'abord, on a les communautés dispersées d'utilisateurs. Les gens qui utilisent le territoire, la chasse, la pêche, la récréation, qui n'habitent pas nécessairement sur ce territoire-là, mais qui vont s'y retrouver pour la pratique de leurs activités. Ensuite, on a les communautés locales géographiques qui, elles, vivent de la forêt ou vivent en forêt, en tout cas, vivent ce qui se passe en forêt sur leur territoire. Et finalement, à un autre niveau, on a la population qu'on dit générale, qui n'habite pas nécessairement sur le territoire, qui n'utilise pas nécessairement la forêt, mais qui a son mot à dire dans la gestion forestière puisque la forêt est publique. À travers ces différentes considérations-là, j'ai décidé d'explorer l'acceptabilité sociale de l'aménagement écosystémique. Donc, pour les parties prenantes, je me suis attardée aux conditions visuelles sur le terrain. Pas pour les parties prenantes, pour les utilisateurs. Pour les parties prenantes, je me suis attardée à la stratégie déployée sur le territoire. Puis finalement, pour les individus non familiers de style grand public, là, j'ai regardé l'acceptabilité de la stratégie en général pour l'écosystème. Dans le premier volet, qui est visuel, j'étais à l'échelle de la coupe. Puis là, je voulais prendre en compte l'importance de l'aspect visuel des opérations forestières puis de l'aménagement écosystémique, parce qu'il y a un gros débat en ce moment qui fait rage, c'est est-ce que c'est possible d'avoir des opérations ou un aménagement qui favorise l'écologie et aussi l'esthétique? Des fois, ça a l'air irréconciliable de faire quelque chose qui allie les deux. Or, en PCR, puis avec la stratégie d'aménagement écosystémique qui était proposée, je trouvais que le 20 de rétention variable avait quelque chose d'intéressant. Parce qu'on sait que de laisser de la végétation sur un parterre de coupe, ça a un effet positif sur le jugement. Particulièrement, on sait que la rétention variable, elle a un potentiel d'atténuation des impacts visuels. Et on sait que quand on améliore l'aspect d'une coupe visuelle, on peut aussi améliorer son acceptabilité sociale. C'est prouvé aussi que la disposition de la rétention variable, comment on va laisser les arbres sur le parterre de coupe, puis la quantité qu'on va laisser, ça influence l'acceptabilité sociale. Puis on a beaucoup de manières dont on pourrait laisser cette rétention variable-là. Il y a beaucoup de latitude dans la manière de réaliser les traitements.
Donc, ma question, c'était, est-ce que la rétention variable peut mitiger les impacts visuels? Puis si oui, quelle serait la meilleure façon de la laisser? Donc, ce que j'ai fait, c'est à l'époque, il y avait les traitements de rétention variable, c'était plutôt récent, puis c'était pas mal tout le temps des petits bouquets de à peu près 200 mètres carrés qu'on laissait pour environ 5-10 du volume. Mais moi, je voulais essayer d'autres dispositions, d'autres pourcentages. Fait que j'ai fait des simulations visuelles dans un logiciel là, qui s'appelle VNS. Et ce que j'ai fait varier, en fait, j'ai fait varier le pourcentage de rétention, 5 10 et 25 Parce que dans l'Ouest canadien, 25 c'est à partir de là qu'ils arrivent avec des paysages acceptables. Je me demandais, est-ce que c'est pareil au Québec? Ensuite, j'ai fait varier le type de la rétention variable. Est-ce qu'on a des petits bouquets, comme ce qu'on est habitué de faire ici, ou disperser les arbres séparément? Ensuite, on fait des bouquets, mais on pourrait faire des petits bouquets, des moyens bouquets, des grands bouquets. Puis finalement, on peut les laisser aligner le long des sentiers de la machinerie, ce qui donne un effet un petit peu damier de loin, ou on pourrait les laisser de manière plus aléatoire. C'était d'aller vérifier, dans le fond, qu'est-ce que les gens trouvaient plus acceptable. J'ai mis ça dans un sondage papier. Puis là, les gens scoraient, donnaient un score à chaque paysage pour son acceptabilité de -4 à +4. J'ai aussi inclus des simulations visuelles de coupe totale, de CPHRS, puis de forêt mature pour leur donner l'étendue, si vous voulez, des alternatives qu'il y a en pessière. Et là, je l'ai administré tout d'abord à des utilisateurs du milieu qui étaient habitués à cette forêt-là, à ce type de paysage-là. Puis ensuite, je l'ai aussi distribué aux autres participants de mes 2 autres volets pour voir est-ce qu'il y aurait des différences entre les différents types de répondants. Donc, ce que ça donne, en fait, c'est un score moyen pour chaque type de traitement. Ça, c'est pour vous donner une idée des simulations visuelles qu'on peut réaliser. C'est assez réaliste. Là, c'est toujours 10 de rétention, mais ici, on a des petits bouquets non alignés. Ici, on a des petits bouquets alignés. Ici, on a des moyens bouquets alignés. Puis là, on a des gros bouquets alignés. Puis finalement, ça, c'est de la rétention dispersée. Donc, ce que ça donnait, ce volet-là, en fait, c'est que, effectivement, l'acceptabilité des paysages a dépendu du type de traitement. Mais il n'y avait pas de différence significative selon le type de répondant. Donc, mes gens de type grand public, là, urbain, n'ont pas répondu de manière différente de mes utilisateurs du milieu ou de mes parties prenantes à une table de concertation. Tous les gens ont scoré de manière similaire. Là où il y avait des différences significatives, c'était vraiment au niveau du volume qui était laissé, pas au niveau du type de rétention qu'on avait fait. Fait que en gros, ici, là, ce que vous pouvez voir, c'est complètement en haut, la lettre A, c'est la forêt mature, c'est son score, c'est environ un petit peu en bas de 3. Puis complètement en bas, la lettre J, ça, c'est une coupe totale, aux alentours de -3,5, quelque chose comme ça. Fait que vous avez vraiment l'étendue du spectre là, des jugements que les gens avaient réalisés. En B, celui qui a le mieux scoré et qui est vraiment tout seul là, dans son groupe, c'était la rétention d'arbres dispersés, donc les arbres séparément à 25 du volume. Ça, c'était clairement assez acceptable quand même, aux alentours de 1,5, quelque chose comme ça. Mais il y avait quand même une famille là, intéressante qui était autour du 0, là, celle qui a la lettre C. Ça, on avait la rétention d'arbres dispersés avec 10 du volume. On avait des petits bouquets à 10 du volume laissés comme aléatoirement sur le parterre de coupe. Puis on avait des petits bouquets plus systématiques à 25 Fait que là, il y avait une gamme de traitements ici qui, même si ce n'est pas clairement dans le positif, c'est quand même une nette amélioration par rapport à une coupe totale au niveau de l'acceptabilité du paysage. Fait que ce que ça dit, en gros, ce volet-là, c'est que différents types de répondants ont réagi de manière similaire et que les formes de rétention variables qui ont eu le plus d'effet, si vous voulez, sur l'acceptabilité sociale, c'est que la rétention dispersée était préférée à la rétention par bouquet, puis que plus le volume de rétention était élevé, bien sûr, mieux c'était. Mais moi, où j'ai été surprise, c'est que les petits bouquets étaient préférés aux grands bouquets. Moi, j'ai pensé, les grands bouquets vont être préférés, ça donne des meilleures conditions d'habitat, etc. Mais finalement, c'était vraiment les petits bouquets étaient préférés. Puis mon interprétation de ça, c'est que quand on a plusieurs petits bouquets sur un parterre de coupe, on voit moins le fond de la coupe, on voit moins ce qui a été peut-être récolté de loin, parce qu'on se situait quand même dans le moyen plan. Là, on était à 500 mètres au moins. Donc, on a moins l'impression d'une coupe totale quand les arbres sont laissés à plusieurs endroits qu'un gros endroit rassemblé. Donc, puis, bien sûr, le patron de répartition non aligné, donc de manière plus aléatoire, est préféré parce que ça a l'air plus naturel que des lignes droites. Donc, finalement, le meilleur résultat, c'est une combinaison d'un volume élevé ou d'une rétention dispersée ou par petits bouquets. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ça se peut, des outils d'aménagement écosystémique qui allient l'écologie puis l'esthétisme. Dans mon deuxième volet, là, je me suis intéressée à comment des gens qui participaient à une table de concertation, les tables GIR n'étaient pas encore en place à cette époque-là, voyaient la stratégie telle que déployée sur leur territoire. Fait que ça fait déjà quelques années qu'ils étaient au courant de l'aménagement écosystémique puis qu'ils la voyaient se faire appliquer sur leur territoire.
pourquoi ces gens-là? Bien, c'est un groupe particulier, les parties prenantes. Bien, tout d'abord, ils sont capables d'influencer la planification. Deuxièmement, je vous l'ai dit tantôt, dans les facteurs là, qui peuvent influencer les perceptions d'acceptabilité sociale, c'est que le fait de pouvoir participer à la planification, ça peut influencer le jugement. Ces gens-là bénéficient aussi d'un apport d'informations supplémentaires parce que de par leur participation, ils obtiennent toutes sortes d'informations. Puis comme ils sont issus des populations locales, bien, il se pourrait faire qu'ils prennent en considération les bénéfices pour leur communauté. Donc là, ici, je me demandais, est-ce que la stratégie est acceptable pour eux en comparaison des alternatives? Pourquoi? Puis comment ils pensent qu'on pourrait mitiger les impacts? Donc là, ce que j'ai fait, c'est je suis allée les rencontrer individuellement, puis j'ai abordé avec eux une liste de thèmes. Là, je procédais du général au particulier. Donc, quel était leur lien au territoire, pourquoi ils participaient à la table, leur perception de l'aménagement forestier en général. Puis là, bien, ça devenait de plus en plus précis sur l'aménagement écosystémique puis son application. Donc, ce que je peux vous dire en très, très résumé, ces gens-là étaient concernés, mais n'étaient pas contre l'aménagement écosystémique. Ils étaient assez pragmatiques. On a besoin de récolter le bois, on en vit, on a besoin de ces matériaux-là. Ils avaient une très bonne connaissance des perturbations naturelles pour leur région. Ils savaient qu'il y avait des longs cycles de feu. Ils savaient aussi qu'il y avait beaucoup de tordeuses dans leur coin. Puis ils trouvaient qu'imiter la nature, bien, ça fait du sens. C'est gros bon sens. Pour plusieurs, là, la stratégie d'agglomération de couple était acceptable. Pour 8 de mes intervenants sur 11. C'est sûr qu'on ne peut pas faire des grandes statistiques avec ça, mais ça donne quand même une idée. Pourquoi? Bien, parce qu'ils trouvaient qu'actuellement, c'était le meilleur outil qu'on pouvait leur proposer, comparativement à la CMO. Parce qu'ils reconnaissaient d'emblée, bon, bien, c'est vrai que la CMO n'est peut-être pas... les petites coupes en mosaïque ne sont peut-être pas vraiment bonnes pour notre écosystème. Puis c'est vrai que ça fragilise le caribou. Fait que c'est vrai que pour l'instant, c'est le meilleur outil qu'on a. Ce qu'ils aimaient des agglomérations, bien, d'abord, il y avait la protection du caribou. Le fait que pour certains, ça permettait une meilleure intégration visuelle parce que comme on a des gros blocs de forêt résiduelle, on peut aller les placer où on veut pour finalement faire des écrans ou laisser de la végétation dans des endroits plus sensibles. Bien sûr, on concentre les opérations, donc on réalise des économies d'échelle et on pouvait aussi protéger des massifs forestiers parce que pour chaque agglomération, il doit rester un équivalent en forêt qui n'est pas coupée. Par contre, les gens reprochaient à la stratégie que, bien, c'est vrai que la superficie des coupes est élevée. Pour certains, c'était plus difficile d'intégrer les autres usages de la forêt, notamment visuellement. D'autres ont aussi mentionné, bien, pas tout à fait écosystémique la stratégie. Les feux sont surreprésentés selon nous. Et il y en a d'autres qui trouvaient que ça avait des impacts trop grands sur la faune. Ceux qui préféraient la coupe mosaïque, la préféraient pourquoi? Bien parce qu'avec le réseau de chemins déployés qu'on a besoin pour aller faire les petites coupes partout, ça donnait un meilleur accès au territoire. Aussi, bien, le fait que les coupes sont petites et dispersées, c'est plus facile d'intégrer les autres usages de la forêt, dont les paysages. Et ils trouvaient aussi que c'était meilleur pour la faune. Puis là, bien, surtout la faune qui se chasse. Ils reconnaissaient par contre que ça dérangeait le caribou puis que ce n'était pas un aménagement écosystémique, basé sur l'écosystème. Là, je leur avais demandé, est-ce que c'est acceptable? Mais quand je leur ai demandé laquelle ils préféraient, il y avait quand même des petites nuances. Fait que là, ça a baissé un petit peu. Il y en a 4 qui préféraient la coupe en mosaïque. Pourquoi? Bien, c'était des gens qui avaient un profil plutôt type municipal ou faunique. Puis là, ils trouvaient vraiment que la CMO, pour eux, puis eux, c'était la mise en valeur de l'orignal dont ils vivaient, mais c'était clairement avantageux par rapport à la coupe, par rapport à l'aménagement écosystémique. Donc, en conclusion de ce volet-là, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il n'y avait pas d'opposition farouche là, à la stratégie. Au contraire, les gens étaient assez pragmatiques, puis ils l'acceptaient plutôt bien, mais ils demandaient que ce soit plus adaptable, puis d'apporter certaines améliorations. Ils considéraient les feux comme surreprésentés, puis en réponse à ça, ils demandaient qu'il y ait une inclusion des coupes partielles. Par contre, pour ce qui est du tourisme de nature en forêt, là, particulièrement les territoires fauniques structurés, bien là, c'était pas mal moins clair, puis il y a clairement un besoin de moduler la stratégie pour ces gens-là, notamment en augmentant soit la quantité de rétention variable ou de forêts résiduelles, là, les gros îlots verts qu'il y avait un petit peu partout dans l'agglomération. Finalement, bien, comme ils trouvaient la stratégie acceptable, mais par rapport à la coupe en mosaïque, ça veut dire qu'il faut réévaluer ça souvent parce qu'au fur et à mesure qu'il va y avoir de nouvelles alternatives ou de nouvelles connaissances, bien, cette acceptabilité-là pourrait changer. Puis finalement, dans mon troisième volet, bien là, je voulais demander à monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils pensaient de la stratégie. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, il n'existe pas, monsieur, madame, tout le monde. Il a fallu que j'aille en rencontrer plusieurs. Donc là, ce que je recherchais, en fait, c'est des gens qui ne sont pas familiers avec la foresterie. Donc, ce qu'on pourrait appeler grand public, mais quand même, c'était des gens qui étaient assez intéressés parce qu'ils ont accepté de venir me rencontrer les soirs de semaine puis d'en jaser pendant 2 heures.
Pourquoi c'est important, le grand public? Parce que souvent, on a l'établir, on a plusieurs intervenants en forêt, mais le grand public, c'est plus difficile à aller chercher, mais c'est quand même important. Parce qu'il y a plusieurs sondages qui démontrent que les gens veulent être plus consultés, ils veulent être pris en compte par les forestiers. Puis les approches participatives qu'on leur présente en ce moment, c'est pas ça qui fait qu'ils sont bien représentés. Il faut compléter ces approches-là pour inclure celles du grand public. Puis en faisant ça, bien, on assure une meilleure représentation de la population. Donc, j'ai réuni plusieurs monsieur, madame, puis on a parlé de plusieurs choses pendant des groupes de discussion. Donc, leur connaissance, leur utilisation de l'environnement forestier, leur opinion sur les coupes forestières, leur connaissance des perturbations naturelles, leur opinion de l'aménagement écosystémique. Puis là, on a creusé encore plus là, en détail sur la stratégie. Là, je vais vous rapporter juste ce qui a eu rapport à l'aménagement écosystémique, mais il y aurait beaucoup de choses à dire juste sur leur perception de l'aménagement forestier en général. C'est ça. Comme je vous ai dit, j'ai fait des groupes de discussion. J'en ai fait 3. J'avais beaucoup plus d'hommes que de femmes qui ont accepté de participer. Puis c'était des gens qui allaient quand même assez souvent en forêt, mais plutôt dans les endroits comme les parcs pour faire de la récréation. Mais c'était pas des gens qui étaient très familiers ou qui avaient vu des coupes forestières souvent. Donc, c'est une analyse qualitative des transcriptions, là, des entrevues que j'ai faites. Donc, ce que ça donne, en gros, c'est au niveau de l'aménagement écosystémique, bien, encore là, les gens étaient super logiques. Ils disaient, oui, imiter la nature, ça fait du sens. C'est une manière de mesurer l'offense qu'on peut faire subir à la forêt. Par contre, les gens étaient sceptiques, puis ils disaient, oui, mais quelle nature, là, vous allez imiter? Parce qu'il n'y en a plus de nature, vous l'avez toutes déjà coupée. Puis, ou ils me disaient, mais c'est trop tard pour imiter la nature, on ne sait plus c'est quoi. Puis, c'est impossible de vraiment imiter la nature parce qu'on ne la connaît pas assez bien. Puis, il y en a d'autres qui ont dit, ben là, tant qu'à imiter la nature, on pourrait-tu faire mieux? Un petit peu à l'image jardinier, là, on pourrait comme jardiner ça. Mais que par contre, les gens étaient pragmatiques. Ils disaient, on ne sait pas trop qu'est-ce que vous devriez faire, mais on reconnaît qu'il faut commencer quelque part, puis c'est mieux que le statu quo. Après ça, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous pensez d'imiter les feux? Parce qu'au début, c'était imiter la nature. Là, on va imiter des feux, puis ça va faire des grandes coupes. Là encore là, ils ont dit, ouais, mais là, imiter les feux, c'est impossible. Vous ne serez jamais capable d'imiter avec une coupe qu'est-ce que le feu fait sur un sol. Il y en a beaucoup qui étaient préoccupés aussi par les effets cumulatifs des superficies qu'on va couper en imitant les feux versus les superficies affectées par des vrais feux. Comment vous allez faire là, pour gérer les effets cumulatifs de tout ça? Puis là, les gens encore là ont dit très bien, étaient assez logiques. Vous voulez imiter les feux, OK, mais pas juste en superficie, là, puis pas juste la forme. Imitez-les comme il faut, là, de A à Z. Puis là, il y a des gens qui ont suggéré, ça voudrait-tu dire de brûler après la récolte, ça, imiter le feu? Pour eux autres, c'est comme un peu une suite. Ensuite, il y a des gens qui étaient quand même méfiants. Ils ont dit, ouais, OK, c'est bien beau, là, mais c'est pas juste une excuse pour agrandir les coupes, votre affaire. Ou il va y avoir des coûts supplémentaires pour ça. Puis à qui ça bénéficie vraiment, cette affaire-là? Puis il y en a d'autres qui ont dit, bien, imiter les feux, c'est pas bon pour le caribou, parce que les feux, ça fait partir le caribou. Fait que si on imite les feux, ça sera pas bon pour le caribou. C'est de la logique. Après ça, là, on est tombé dans les agglomérations. Qu'est-ce qu'ils pensaient des agglomérations de couple? Là, les gens, il y en a qui étaient confus. Tu es là, ouais, mais là, pourquoi vous brûlez la forêt? Il y avait il y a des gens qui pensaient qu'imiter les feux, ça voulait dire mettre le feu à la forêt. Fait que là, il y a des petits efforts de vulgarisation qu'il faudrait faire là-dessus. Les gens étaient méfiants. Oui, c'est bien beau, mais on a vu bien d'autres exemples où est-ce que finalement, il y a des trucs qui ont mal viré. Fait que l'intention est bonne, mais on a peur que ce soit encore la société qui paye pour. Puis les gens étaient très, très préoccupés de l'environnement. Donc, à cause de la superficie de ces coupes-là, il y en a qui avaient peur que ça ne soit pas régénéré. Pour beaucoup, une coupe totale, là, ça veut dire la destruction. Il y avait plein de gens qui ne savent pas qu'une coupe, ça repousse, puis ça refait une forêt après. C'est vraiment à la base. Il y en a beaucoup qui se disaient, OK, c'est très grand, vous déboisez, il va y avoir beaucoup d'érosion, beaucoup de perturbations du sol, c'est pas bon pour l'environnement. Puis, il y avait aussi beaucoup de répondants qui se souciaient de la faune. Comment la faune va faire pour revenir dans ces endroits-là? Est-ce qu'elle va être capable de l'utiliser? Puis finalement, il y a des gens qui ont dit, moi, je ne me prononce pas sur l'acceptabilité des agglomérations parce que je ne sais pas quel pourcentage de la forêt va être coupé avec ce mode-là. Puis il y en a d'autres qui ont dit, moi, je l'accepterais si les 3 principaux intervenants, l'industrie, le gouvernement puis les scientifiques, nous disaient que c'est vraiment ça la bonne chose à faire. Après ça, je leur ai dit, maintenant que vous savez c'est quoi une agglomération de coupe, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour rendre ça plus acceptable? La première chose qui est sortie, c'est assurez-vous que ça soit régénéré et de manière naturelle. Si vous avez besoin de planter, on veut que ça soit représentatif de la forêt naturelle. Après ça, il y en a d'autres qui ont dit, nous autres, on aimerait ça qu'il y ait moins d'éclaircies précommerciales, ça serait mieux pour la faune. On veut que vous préveniez l'érosion, on veut que vous diminuiez les impacts visuels. Après ça, il y avait toute une série d'augmentations. Augmenter la forêt résiduelle, augmenter la rétention variable et augmenter la quantité de forêt entre les agglomérations. Et il y avait des diminutions. Diminuer la taille de la machinerie,
Il y en a beaucoup qui parlaient de revenir à des opérations plus humaines, à petite échelle, puis diminuer la superficie. Donc, il y avait des gens qui ont préféré la coupe en mosaïque parce que les coupes sont petites et dispersées dans mes focus group. Il y en a d'autres qui préféraient quand même les CPRS traditionnels avec séparateurs parce qu'il restait des semenciers à proximité. Et finalement, il y en a qui préféraient les agglomérations de coupe parce qu'ils pensaient qu'il y avait quand même un bénéfice sur le plan environnemental. Il y en a d'autres qui ont dit, moi, je n'ai pas vraiment de préférence. Moi, je ne veux pas choisir comment on coupe le bois. Je veux choisir quelle quantité de bois il se coupe, puis de quelle manière, puis pour qui. Il y a des gens qui ont refusé de se prononcer. En conclusion générale, pour ce qui est de l'aménagement écosystémique en Pessière, ben, c'est un petit peu un feu jaune. C'est pas clairement acceptable, c'est pas inacceptable, c'est comme entre les deux. Il n'y a pas d'opposition majeure. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est des études de cas. J'avais beaucoup de données. C'était très riche parce que j'ai eu l'occasion de parler avec les gens, mais ce n'est pas généralisable. Les suites à donner à ça, ça serait de faire un sondage auprès de la population avec ce que j'ai trouvé dans des focus group ou auprès des intervenants dans les TAPGIR pour voir si vraiment ce que j'ai trouvé, moi, avec mes répondants, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la population. Ce que je peux dire, en fait, c'est qu'au niveau de la stratégie, ce qui joue en sa faveur, c'est les gains environnementaux, puis que sa crédibilité va beaucoup reposer sur la manière dont on va émuler les feux. Ensuite de ça, il y a vraiment peut-être des nuances à apporter pour les zones de tourisme de nature en forêt. Puis c'est clair que tout ça, que toute la perception de mes répondants était vraiment beaucoup influencée par l'image qui se font de la foresterie, puis on en a parlé tantôt, c'est une image qui n'est pas nécessairement très positive. Donc, pour ces raisons-là, bien, c'est certain qu'on doit effectuer l'acceptabilité sociale, c'est pas quelque chose qui s'atteint, puis après ça, c'est fini, c'est en continu. Donc, c'est quelque chose à revoir régulièrement pour s'assurer que ce qu'on fait, bien, ça concorde un peu avec ce que les gens souhaitent. Parce que, vous savez, pour l'instant, on a un genre de statu quo, mais ça ne prendrait pas grand-chose. Mettons, on met le feu aux poudres. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, les choses vont à une vitesse phénoménale et on peut rapidement se ramasser avec des trucs comme ça, puis c'est difficile de revenir en arrière parce que moi, j'ai un peu la philosophie Head and Shoulders, là, on n'a jamais une deuxième chance de faire sa première impression, fait qu'il faut bien la faire, puis il faut prendre les devants aussi. Donc, merci beaucoup. Diane Larose, ministère des Ressources naturelles, ici dans la région. Dans les études d'aspect visuel, est-ce que vous savez si l'évolution dans le temps de la perception des coupes, pas de l'évolution par rapport à une coupe récente de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, toujours au même endroit ou à peu près, est-ce que ce genre d'études-là a été fait? Parce qu'on sait très bien qu'en agriculture, tout le monde sait que, bon, à l'automne, c'est pas beau, mais le printemps prochain, ça va être vert. Est-ce que cette perception-là, parce que là, j'ai pas l'impression que dans votre étude, ça avait été soulevé? Non, bien moi, dans mon étude, je ne me suis pas attardée à ça parce qu'effectivement, c'est quand la coupe vient d'être faite que tu as le plus d'opposition, le plus d'impact négatif là, sur le plan visuel. Puis oui, ça a déjà été fait comme étude. Ça a été fait dans l'Ouest américain, mais ça a été fait aussi au Québec. José Paquette avait fait une étude où est-ce qu'elle regardait des coupes qui venaient d'être faites versus une qui avait une régénération de tant de mètres, tant de mètres, tant de mètres. Puis ça disait qu'à partir de, il me semble, c'était 4 à 7 mètres, ça commençait à redevenir pas mal acceptable. Fait que oui, dans le temps, bien, c'est l'influence de plus il y a de régénération, puis plus elle est haute, bien, mieux c'est en fait. Mais ça n'empêche pas que sur le coup, quand on réalise une coupe pour les 10 premières années, tant que c'est pas très bien reverdi, bien, c'est là qu'on a une plus grande opposition, une plus grande aversion face au paysage. Bonjour, Mme Miel. François Villeneuve, je suis coordonnateur des TAPGIR ici dans la région. Oui. D'abord, je voudrais vous inviter dans la région, si jamais vous voulez poursuivre vos études. On a des beaux groupes à étudier. Vous aurez juste à communiquer avec moi. Ensuite de ça, une des choses que j'ai retenues, c'est que vous divisez votre population en 3 groupes. Les gens qui se regroupent parfois dans la forêt, qui utilisent pour différentes façons, les gens qui vivent de la forêt, et la population en général. Moi, je considère qu'on est relativement bien représenté au TAPGIR pour les 2 premiers groupes. Mais le 3e, la population en général, comment est-ce que c'est possible d'aller les chercher? Comment est-ce que c'est possible de reconnaître un citoyen moyen qui est pas assez, mais juste assez intéressé par le milieu forestier? Et est-ce que ce serait mieux de les inclure autour de la table ou ce serait mieux d'essayer d'avoir un système qui pallie à leur absence autour de la table? Moi, je pense un petit peu plus pour ta dernière option, c'est-à-dire de trouver un autre système, parce qu'on a beau faire des consultations publiques sur la planif, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas un intérêt particulier sur le territoire puis qui n'a pas un chalet qui est visé par la coupe va dire « Ah tiens, j'ai rien à faire mardi soir, je pense que je vais aller voir ce qui se passe là-bas. » Si tu n'as pas un intérêt particulier sur le territoire, c'est pas des outils ou c'est pas des occasions vraiment adaptées, je pense, pour ce type de public-là.
Mais ça n'empêche pas qu'il faut le prendre en considération parce que c'est quand même une très grande partie de la population. Donc, il faut trouver une manière de rejoindre ces gens-là d'une façon qui les intéresse puis qui les interpelle. Puis, j'ai pas l'impression que l'établir, c'est nécessairement la bonne chose non plus. À mon avis, moi, je pense que ça devrait être des sondages qui sont faits de manière régulière puis qui vont valider un petit peu comment ça évolue dans la société. C'est un petit peu ça que je vois. Bien, en faisant des focus group comme j'ai fait, tu peux aller creuser des questions, voir où est-ce que ça passe, où est-ce que ça casse, puis après ça, c'est de prendre ces trucs-là puis de les mettre dans un sondage pour voir est-ce que le reste de la population pense un peu comme ces groupes-là. Parce que, puis c'est sûr que là, tu as tous les nouveaux, le phénomène des réseaux sociaux, je pense qu'il pourrait être mis à contribution là-dedans, à mon avis, pour vulgariser ce qu'on fait puis demander aux gens leur avis de manière plutôt informelle, mais c'est toujours mieux ça que pas du tout. Tu as parlé de la perception de l'aménagement forestier en général. Tu as dit, je ne vous en parlerai pas, mais j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Oui, c'est ça. C'était pas, comme je vous dis, là, ça, c'était pas avec des gens familiers, là. C'est pas des gens qui connaissaient la foresterie, puis il y en a qui savaient même pas que la forêt était publique, puis il y en a beaucoup, comme je vous ai dit, qui savaient même pas qu'une coupe, ça pouvait repousser après. Pour eux autres, c'était détruire la forêt. Il y avait non seulement une image, négative des traitements forestiers, mais il y avait une image très négative de tous les intervenants du secteur forestier, pas juste de l'industrie, du gouvernement, puis même des chercheurs. Il y en a un qui m'a dit, j'ai dit, ouais, mais si vous aviez des études qui vous prouvaient que c'est ça, il a dit, c'est qui paye ton étude, je vais te le dire, tu sais. Il y a même plus, la confiance est vraiment érodée à beaucoup d'endroits, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se reconstruire. Puis, mais je pense que c'est comme si le canal de communication n'est pas très fort en ce moment entre le reste de la population et le secteur forestier. Puis tout le monde a fait ce constat-là depuis ce matin. Fait qu'il y a quelque chose à faire là, de reconstruire ça, puis de le faire par des moyens que les gens, ça les intéresse de le faire. T'sais, il faut trouver des moyens de les rejoindre. Nous, c'est pas eux qui vont venir à nous, je pense pas. Mais oui, leur perception est très négative. Puis c'est aussi alimenté par tout ce qu'on voit de désillusion par rapport à la classe politique là, dernièrement dans les médias. Les gens ont l'impression qu'ils se font tout le temps raconter des mensonges ou que ce qu'on leur disait qui était la bonne chose, qu'ils m'ont cité la morue, ils m'ont cité le lait pour bébé. Ouais, mais les scientifiques, ils disent ci, puis ils disent ça, puis 10 ans après, ils s'étaient trompés. Fait que, tu sais, on n'est pas sûr de ce que tu nous dis. Ils sont méfiants. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, je pense que d'abord, ça réconcilie avec cette idée que on traverse, on a vécu une crise, on traverse encore une fin de crise qui est éprouvante, qui est essoufflante, mais en même temps, on s'en sort. En même temps, on s'en sort et je suis assez confiant. On s'est posé la question ce matin au tout début, là, on célèbre le 175e anniversaire de la région auquel la forêt a participé de façon importante. Est-ce que, compte tenu de la manière dont on la traite, la forêt aujourd'hui, il faut imaginer l'apocalypse pour les prochaines années? Et ça me semble assez clair que la réponse est non. Il y en a des indicateurs de changement. Qui aurait dit que dans un congrès de forestiers, 3 conférenciers sur 5 seraient des femmes? Qui aurait dit ça il y a seulement 10 ans? Regardez, c'est pas un hasard si nos personnalités forestières de l'année, ce sont des jeunes. C'est pas un hasard. Et cette idée-là, oui, elle est brillante, là, mais c'est pas de la génération spontanée. Ça s'est construit. Vous êtes arrivé à cette décision-là parce qu'on constate bien que la jeunesse a confiance dans la forêt comme porteuse de leur avenir. J'en prends pour preuve notre glorieuse faculté de foresterie. Il y a 5 ans, on avait 22 inscrits. Pas beaucoup, ça. Aujourd'hui, on en a 100. Et qu'est-ce qui s'est en passé, là? Est-ce qu'il y a eu une campagne de publicité? Non. C'est que quand on s'arrête à y penser, qu'on essaye de donner un sens à notre vie, à l'empreinte qu'on veut laisser sur la Terre, on s'aperçoit bien que dans un pays comme le nôtre, et là, que ce soit le Canada, le Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, prenez la juridiction que vous voudrez pour mettre le mot pays, on s'aperçoit bien que pour faire notre marque dans ce pays, c'est important, la forêt. Et qu'on ne part pas de zéro. Je pense que les 5 conférenciers nous l'ont rappelé chacun à leur façon.
M. Payet est remonté jusqu'au détroit au passage du détroit de Bering il y a 38 000 ans pour nous dire, vous savez, l'histoire a commencé là. Et nous sommes les héritiers de cette histoire de gens qui ont trouvé moyen de vivre en symbiose avec la forêt. Et bien sûr, dans un contexte socio-économique comme on le connaît au début du 21e siècle, ben oui, on ne vit pas de la même façon qu'il y a 38 000 ans. Et c'est toute une surprise. Et probablement que les gens qui, dans 175 ans, tiens, puisque c'est, qui vont regarder la manière dont on vivait, vont être assez surpris. Mais ils vont surtout être contents si on leur a légué un héritage. Et effectivement, c'est pas la capacité de léguer cet héritage, compte tenu de notre empreinte écologique, ça va prendre beaucoup d'imagination. Mais ça me rassure quand je vois la jeunesse. Ça me rassure. Et il faudrait que nous, comme adultes, bâtisseurs de politique, diffuseurs d'informations, fonctionnaires procédant à la régulation, il faudrait qu'on les aide dans l'accomplissement de leurs rêves. Parce que c'est ça le message de Nicole, là, c'est « N'ayons pas peur de rêver ». Maintenant, rêvons pas rêvons pas en dormant debout, rêvons pour que ça inspire de l'action. Et cette idée de la forêt souhaitée, c'est exactement ça. On peut-tu se donner les moyens pour souhaiter une nouvelle forêt où il y aura à la fois de la place pour le caribou et à la fois de la place pour les humains, en se disant qu'on n'est pas au service des caribous, mais qu'au minimum, on peut s'imposer le devoir de ne pas nuire aux caribous. C'est tout un défi. Mais pourtant, et c'est ce qu'on a vu avec la conférence de Véronique, c'est possible. Ça existe des outils pour mieux définir ce qu'on souhaite et puis que chacun puisse y retrouver ses caribous. Que ce soit la bête, le symbole, l'écosystème, le lieu où on peut récolter de la matière première qui nous permettra de générer une richesse utile, bien distribuée, porteuse d'avenir. C'est ce que j'ai retenu des quelques minutes que nous avons passées ensemble, de cette belle journée qu'on a passée ensemble. Et il y a des raisons d'espérer qui sont formelles. C'est pas juste, là, je suis pas un curé, pas de soutane, là, ici, là, ce soir-là. J'y crois profondément. J'ai vécu ma 34e rentrée comme prof. 34e rentrée comme prof. Et j'avais la même fébrilité qu'à ma première. Et non seulement j'avais la même fébrilité, mais j'avais vraiment pas l'impression que ce serait la dernière. Parce que ce rêve, il se bâtit jour après jour avec des jeunes qui veulent l'accomplir. Et que nous, dans cet accomplissement, comme on a le bonheur d'avoir un emploi, une fonction réelle dans l'action, on a ce devoir de laisser un patrimoine forestier, institutionnel, économique, qui nous donnera les moyens d'être à la hauteur des rêves qu'on a fait naître. Cette journée, pour moi, elle est précieuse et je suis bien, bien heureux d'avoir accepté l'invitation de Diane Bouchard en août dernier parce que je sors d'ici convaincu que la région n'est pas victime d'un paquet de pression extérieure, mais plutôt qu'il y a dans cette région des femmes, des hommes qui veulent bâtir un exemple. Et dans la forêt souhaitée, notre ami Daniel Laure nous a dit, il serait peut-être temps là, que, ça fait 10 ans qu'on met des choses en place pour le caribou ici, là, il serait peut-être temps qu'on ait un dispositif scientifique pour profiter de ça. Et je pense que c'est peut-être la meilleure façon de convoquer la science à la réalisation de nos rêves. Et de cette façon-là, si on fait ça, la région ne sera plus victime de l'extérieur,
mais elle attirera l'attention de tous ces gens qui se disent « Oui, le caribou, c'est important ». Et eux, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils essaient d'y faire attention, ils essaient de ne pas lui nuire tout en nous donnant des matières premières qui vont être très utiles pour faire face à tous ces défis de la survie économique dans une perspective responsable. Vous m'avez assez entendu. Je vous remercie beaucoup.